Donc bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va concerner la documentation technique, donc la suite des opérations. Et ici, aujourd'hui, on va aborder donc les données du poste de travail et comment on va faire pour gérer ces données et les incruster dans le reste des méthodes. Alors d'abord un petit rappel sur les vidéos précédentes. Donc nous avions vu qu'en fait le système d'information qu'on a mis en place, c'est-à-dire le rassemblement de toutes les données techniques, on va les retrouver sur un réseau informatique et ça va être mis à la disposition des différents services de l'entreprise, donc quels qu'ils soient. Pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le lancement de la production, ce sont les fiches articles qui est en fait le point central qui va rassembler toutes les données qui concernent le lancement de production. Et donc, à partir de cette fiche, et on aura donc les données techniques par rapport au système de production, et ce qui va nous permettre de faire les interconnexions entre les différents services, donc maintenance, méthode, etc. Enfin, tous ces services qui se sont regroupés dans la partie production. Parce que c'est la partie qui nous intéresse. Mais on peut en disposer évidemment dans d'autres domaines. Alors, ce qui va nous intéresser, et pour avoir un élément d'interconnexion justement le plus efficace possible, il faut qu'il y ait une cohérence des échanges d'informations, puisque chaque service a sa particularité et son fonctionnement avec des caractéristiques propres dans la gestion de production. Donc, c'est pour ça qu'il faut que les données puissent être transférées aussi bien à la maintenance qu'à la production. Par exemple, sur le numéro des machines. Alors, pour ce faire, donc, il faut parler le même langage et on retrouve en fait ça dans les désignations de la fiche article. Donc là, si on n'a pas une désignation commune ou tout de moins une désignation compréhensible par les différents services, donc que ce soit l'achat, la production ou la qualité, par exemple, eh bien, on risque d'avoir des petits soucis en termes de communication et on va avoir donc une mauvaise qualité. Et cette mauvaise qualité d'interprétation va donner des coûts supplémentaires puisqu'on aura des malentendus, c'est-à-dire des éléments qui seront approximatifs. Alors, pour résoudre ce problème-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a codifié, en fait. C'est-à-dire que toutes les informations qu'on a au sein de la gestion de production sont codifiées, avec un code qui est affecté au produit notamment, ce qui va nous permettre de créer des nomenclatures. Donc tout ça, évidemment, ce sont des vidéos qui ont été faites précédemment, donc je vous encourage à aller les voir pour voir un peu de quoi ça parle, la nomenclature. Et on va retrouver également ça sur les tâches, donc on va codifier les différentes tâches, et ces tâches, on va les retrouver dans les gammes opératoires. Et on aura évidemment une codification pour le reste des documents et notamment les fameuses fiches suiveuses, lesquelles reprennent en gros en fait toutes les différentes étapes de la gestion de production, c'est-à-dire depuis le stock d'entrée jusqu'au stock de produits finis. Voilà, donc on a cet ensemble de données. Cet ensemble de données, en fait, et cette codification est tirée par rapport au produit. Donc le produit a lui-même un code, donc le produit fini, et donc les méthodes plus le bureau d'études vont se mettre d'accord pour codifier les nomenclatures, dans lesquelles chaque produit donc aura son code, les sous-ensembles un code, les composants un code, etc. Ce qui va nous amener à avoir des gammes de montage, c'est-à-dire pour assembler tous les éléments d'un nomenclature, il nous faudra une gamme de montage qui elle-même aura un code, avec des sous-ensembles dont on va reprendre le code, qui est dans la nomenclature, et on aura des codes pour identifier les différentes phases, c'est-à-dire les différentes tâches à effectuer. On aura exactement la même décomposition pour la gamme opératoire, voilà, avec des informations supplémentaires, bien évidemment, puisque là, on a des temps de préparation, des temps de production qu'on n'a pas forcément dans la gamme de montage. Donc, je l'ai mis quand même, puisque ça peut arriver, mais disons que c'est un peu plus rare. Et donc, ces informations, on les retrouve sur les fiches suiveuses. Alors, soit on distingue la fiche suiveuse d'une gamme opératoire, soit c'est fusionné dans un seul document. Alors, tout ça, comme je l'ai dit, donc ça se rassemble au sein de la fiche article qui va être communiqué aux différents services. Donc, ils peuvent avoir disposé pour faire le lancement de production.
Et donc, ça va nous donner, donc, en synthèse, si vous voulez, il y a à disposition des personnes, parce que ces données, en fait, elles sont là pour être utiles et pour aider à la fabrication, à la production. Donc, dans la production, ici, on aura le premier document qui sera un plan de détail, c'est-à-dire un plan sur lequel on va regrouper toutes sortes d'informations. Donc pareil, je vous renvoie à la vidéo précédente qui concerne en fait ces documents techniques pour pouvoir réaliser des pièces en fait. Donc ici ce sont des pièces mécaniques, mais ça peut être absolument n'importe quel secteur d'activité comme le bâtiment ou la chimie, hein, c'est exactement le même principe, sauf que là vous n'aurez pas un plan, mais vous aurez peut-être un schéma ou une représentation graphique par exemple. Et donc vous avez des informations qui vont aider l'opérateur à réaliser cette pièce. Pour réaliser cette pièce, il lui faut évidemment un ordre de fabrication, c'est-à-dire qu'on va affecter un début et une fin de la réalisation, donc la désignation, etc. Tout ça, ce sont les éléments qui étaient dans la fiche article et qu'on va simplement retranscrire sur la fiche de suiveuse. Donc en fait, ordre de fabrication, fiche suiveuse, ça peut être aussi une synthèse de documents, comme on l'a vu tout à l'heure avec la gamme opératoire et qu'on retrouve d'ailleurs ici, hein, avec les différentes phases, les temps de préparation et les temps de fabrication. Alors, ce document, il va être assemblé. On aura également le matériel supplémentaire. Donc, ce sont des matériels des outillages, mais plus outillage, comment dirais-je, de coupe, dans ce sens, enfin ici, dans ce cas. Voilà, alors on a une gamme d'opérations qui est plus en détail, avec tout ce qu'on doit faire. Donc on peut avoir une gamme opératoire, si vous voulez, qui est différente de la fiche suiveuse, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est simplement pour vous montrer qu'on peut avoir un document supplémentaire. Dans le dossier d'atelier de montage, c'est à peu près la même chose, sauf que là, on aura un plan d'ensemble pour avoir une vue générale de ce qui est à faire, avec chaque fois donc des indications. Donc ici, ce que vous avez là, en fait, ce sont des indications qui vont donner le numéro ou le code de la pièce, qu'on peut retrouver évidemment sur un document qui est la nomenclature. Voilà, donc ensuite, on aura des sous-ensembles de montage avec des gammes opératoires, et ici une vue éclatée, donc qui permet de voir dans quel ordre ça doit être monté, par exemple, ça va, avec une nomenclature qui peut être succincte ici. Voilà. On aura éventuellement une fiche de nomenclature, donc qui va permettre d'avoir le détail de tout ce qui est nécessaire pour faire le sous-ensemble. Voilà. Et ensuite, vous avez une gamme opératoire. Enfin, là, on a marqué gamme d'usinage, mais en fait, c'est une gamme de montage où on va appliquer simplement les différentes opérations. Donc, vous voyez, nettoyage, graissage, par exemple, on voit bien que ce n'est pas des opérations d'enlèvement de matière. Donc là, ça peut arriver que dans certaines entités industrielles, c'est-à-dire plus petites, on utilise le même document pour faire des gammes de montage et des gammes d'usinage. Alors, on va passer directement à ce qui nous concerne, c'est-à-dire les données qui vont concerner donc, le poste de travail. Et on va décomposer en fait le poste de travail en différentes parties qui vont nous intéresser, encore une fois, uniquement pour la production. Donc, on va s'intéresser à l'ergonomie, aux espaces de travail, aux espaces de stockage, au rangement des outillages et à la disposition de l'ensemble. Et tout ça, on va récolter tout ça et mettre ça dans une base de données à la disposition des méthodes qui vont se servir de ces informations-là pour déterminer notamment les différents temps d'exécution. Alors, la disposition de l'ensemble. Donc là, on aura la plupart du temps un plan d'implantation un peu comme celui-ci, avec les distances qui séparent les différentes zones ou éléments du poste de travail. Donc les informations qu'on va récolter suite à cette implantation, ce sont par exemple les distances à parcourir par l'opérateur et aussi l'ordonnancement du parcours. Donc ici, on va décider de la façon dont on va passer d'un endroit à un autre.
Et il se peut, dans certains cas, qu'on ait des transports de charge effectués. Et donc, il faudra tenir compte de l'effort physique. Et donc, évidemment, du temps de travail qui va devenir un peu plus long. Idem, donc s'il y a une fréquence, évidemment, il va y avoir une prise en compte de la fatigue, due à la répétition, tout simplement, de l'effort. Alors, ensuite, on va passer donc à l'ergonomie. Alors ici, dans l'ergonomie, on va en fait décomposer ça en plusieurs morceaux. Donc le premier est la disposition en fait des matériels, des outillages par rapport au positionnement de l'opérateur. Donc soit il fait un parcours comme on l'a vu précédemment, soit il est assis par exemple et il doit trouver à peu près tout sous la main. Alors évidemment, on calcule l'effort en fonction de la distance par rapport à l'opérateur par exemple, parce qu'il y a un bras de levier et donc un effort supplémentaire à effectuer. Alors, ce qu'on va récolter comme information, donc la distance opérationnelle de l'opérateur, donc le type d'effort, ça va, donc s'il y a par exemple, enfin on va détailler ça un petit peu plus tard dans le schéma qui est présenté. Voilà, donc ici on a le type d'effort notamment au niveau des pédales, donc on va analyser quel est le type de pédale qui donne le moins d'effort à effectuer. Alors, suivant la machine qui est à opérer, donc à manipuler, ça va. Donc, on compare un petit peu les différentes possibilités. Alors, les gains de temps opératoire par outillage adapté. Donc, ici, c'est plutôt sur la partie TMS. Alors, ce sont vraiment les troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire que suite à des répétitions, si vous voulez, de préhension, comme vous avez ici, avec la main, là, ici, vous voyez, avec le système de préhension, et sur des gestes qui peuvent paraître tout à fait banals, comme couper avec des ciseaux, par exemple, ici. Voilà, je vais entourer, voilà, pour que ce soit plus visible. Ou scier à la main, par exemple, c'est pareil, ça donne des efforts particuliers, et il faut qu'on tienne compte de cette répétabilité afin de déterminer quels sont en fait les efforts à faire en termes de troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire, comment dirais-je, ça peut même provoquer des dégâts physiques importants. Et non seulement ça, mais ça peut aussi endommager la précision de l'opérateur dans ce qu'il est amené à faire. Alors cette partie-là, en fait, elle découle un peu de l'ergonomie. Ici, on va simplement avoir un système qui va nous permettre de faciliter en fait le positionnement d'une vis, par exemple, avec un tournevis un peu spécial qui est fendu ici sur la longueur. Et donc, il va avoir un effet ressort lorsqu'on va placer le tournevis dans la vis. Et de cette manière, on n'a pas besoin de viser, puisqu'en fait, ici, on a un outillage qui va nous permettre de guider le tournevis avec la vis dans le trou, quoi. Donc là, il n'y a pratiquement pas d'effort à faire. Et même au niveau vigilance, si vous voulez, on n'est pas soumis à une fatigue excessive par le fait de rechercher à chaque fois le trou pour pouvoir visser correctement. Donc voilà, ça peut déboucher sur des éléments comme ça pour faciliter la vie des personnes, pour éviter qu'ils se fatiguent et donc aussi qu'ils produisent de mauvaise qualité, qu'ils fassent des produits de mauvaise qualité. Alors les espaces de stockage, là, c'est un peu la bouteille à encre, puisqu'en fait, ça va dépendre un peu de la taille de l'entreprise, notamment si vous avez des entreprises de taille plus modeste, donc qui travaillent en flux discontinu. Et donc ici, vous allez avoir donc, des surfaces ou des volumes disponibles sur les postes de travail. Donc ça, quel que soit, si c'est une production de masse comme ici par exemple, ou là, donc, je disais donc production en discontinu ici, voilà. Donc ces deux-là se gèrent un peu différemment. C'est-à-dire qu'ici, dans la photo ici qui se trouve là, on n'a pas de zone bien définie en termes de stockage. Donc là, on a simplement défini par la pose des palettes, ça va. Et par contre, il faudra toujours vérifier que ces zones soient accessibles ou qu'elles n'empêchent pas le transport, si vous voulez, à côté. Donc là, on n'a pas une photo grand angle, on ne voit pas ce qui se passe sur la gauche, mais bon, vous pouvez penser qu'on n'a pas mis ça au milieu du chemin et qu'on peut passer sur le côté. Mais ce que je veux montrer simplement ici, c'est que, sur cette photo, c'est que ces espaces, dans le cas d'une
production au flux discontinu, vu qu'il y a une certaine flexibilité dans le travail, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des pièces toujours qui ont la même taille, eh bien, il y a une flexibilité dans les zones de stockage. Et donc, il faut prévoir quand même des zones grandes, les plus grandes qu'on peut avoir et qui permettent quand même le passage. Dans la photo du dessous, donc ici, vous avez donc une production de masse et vous voyez qu'ici, on a des lignes qui vont indiquer dans le détail les différentes zones. Donc là, il n'est pas question de pouvoir disposer où on veut avec du bon sens. Là, c'est ordonné avec des traits au sol. Bon, ici, on ne les voit pas très bien, mais vous voyez qu'il y a des petits traits ici qui indiquent où doivent se trouver les chariots. Alors, il y a différentes couleurs pour identifier les différentes zones. Donc ça, c'est une zone dans laquelle on peut passer. Et dans la zone ici plus claire, en fait, c'est les zones de stockage, d'entrée-sortie sur un poste de travail, puisque sur un poste de travail, a priori, vous avez toujours une zone d'entrée et une zone de sortie sur chaque poste de travail. Alors, on va également identifier donc, les moyens de manutention, puisque en fait, ça va dépendre un peu de ce que vous produisez. Ça peut être des matériels complètement automatisés, comme dans l'automobile par exemple. Bon, ça, je pense que vous connaissez. Il y a suffisamment de vidéos sur le net pour montrer un peu ce que c'est qu'une construction automobile. Donc, si vous avez la curiosité, allez jeter un petit coup d'œil. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont des entreprises de taille plus modeste. Et là, on peut avoir des transports avec chariot élévateur ou avec des diables, enfin, ou des transpalettes, enfin, bon, voilà. Il y a ou des chariots, comme sur la photo du bas, ici. Donc, il peut y avoir différents moyens. Donc, il faut s'assurer, évidemment, que les personnes puissent aussi se servir de ces moyens de manutention. Alors, peut-être pas pour le chariot élévateur, parce que là, théoriquement... il faut une autorisation, comment dirais-je, de la direction avec éventuellement un certificat de conduite. Mais par exemple, ici sur les palettes, vous remarquerez que il faut qu'on puisse passer avec un transpalette ou un chariot élévateur de manière à ce qu'on puisse aussi manipuler les charges ici qui sont à transporter. Alors, les temps de transport et de manutention, alors ça, c'est des temps extrêmement importants puisque on appelle ça des temps à valeur non ajoutée. C'est-à-dire que le client, lui, ne profite pas de ce qu'on peut produire. Dès qu'on va travailler sur le produit lui-même, on va amener de la valeur ajoutée. Tout ce qui est transport, manutention, etc. Tout ça, c'est du temps que le client paye, mais qui n'a pas forcément envie de payer. Si on ne fait pas attention à ça, ça fait des gaspillages supplémentaires et donc des prix de revient qui augmentent et donc on peut se mettre en défaut par rapport à la concurrence. Donc c'est un peu pour ça qu'on fait ces études un peu plus poussées. Alors, sur les outillages, l'arrangement des outillages, on va retrouver donc notre schéma de tout à l'heure, donc avec la disposition des outillages, si possible, le plus près possible de l'opérateur. Alors, une autre fonction également, c'est de pouvoir identifier les différents outillages et leur présence. Donc, c'est pour ça qu'on fait des panneaux, dans beaucoup d'entreprises, vous allez voir ça, des panneaux avec des représentations des différents outils. Et d'un simple coup d'œil, on peut voir ce qui manque sur le panneau en lui-même. Donc soit quelqu'un s'en est servi, soit quelqu'un ne l'a pas ramené. D'accord, et ça, c'est un peu plus embêtant et on passe là dans le management, mais c'est un peu différent. En fait, pour nous, c'est aussi des données, si vous voulez ça. Ça va. Alors, celles-là, par contre, ne sont pas forcément sur le panneau, par exemple, c'est pas forcément, sur un document papier ou inscrit dans l'ordinateur. Ça, c'est possible. Cela dit, on peut faire des photos pour montrer un petit peu comment ça fonctionne et éventuellement pour améliorer la disposition sur le panneau. Alors, on peut avoir besoin également de matériel d'outillage, de manutention, pour manipuler des outillages lourds, voire très lourds. Donc ici, dans le cas de presse, souvent, on a des outillages qui peuvent faire jusqu'à une centaine, voire plus, de kilos. Et donc là, il nous faut du matériel adapté, puisqu'il y a des risques, évidemment, de blessures à manipuler ce genre de produit. Alors, une petite remarque concernant les outillages, c'est qu'on doit être capable également de manipuler l'outillage de façon,
très minutieuse, puisqu'il y a un positionnement à faire sur la machine. Et donc il ne s'agit pas d'abîmer non plus l'outillage. Donc parfois les matériels, donc là en l'occurrence c'est un chariot élévateur, ce n'est pas toujours le moyen le plus efficace pour se servir de ce moyen de manutention pour placer un outillage sur une machine par exemple. Alors il existe tout un tas évidemment d'outillages dont je n'ai pas montré les photos ici, mais enfin là on rentre beaucoup plus dans le détail. Ici ce qui nous intéresse c'est de voir ce qu'on collecte comme information et à quoi ça sert. Et ben, ça va nous servir tout simplement à déterminer ces fameux temps de manipulation d'outillage, donc qui sont encore une fois des temps de non-valeur ajoutée, donc que le client forcément ne va pas interpréter comme quelque chose qui est indispensable pour lui. Voilà. Donc là, juste un élément supplémentaire pour vous montrer, ici c'est un atelier pour vous montrer un petit peu l'utilité et la combinaison des documents techniques qui sont dans une base de données et en même temps la documentation technique qui est sur place, sur poste de travail. Et celle qui est sur poste de travail, il faut qu'elle soit le plus efficace possible, c'est-à-dire le plus lisible possible pour les gens qui travaillent sur ces postes de travail. Donc ici, on va différencier les couleurs comme on l'a vu sur la photo précédente. Donc là, c'est un atelier de réparation d'autobus, donc il n'y a pas un mouvement aussi important que dans une production en continu ou production de masse. Là, ce sera plutôt du discontinu, mais néanmoins, vu qu'on travaille avec du matériel relativement plus lourd, eh bien, il faut qu'on identifie des zones de sécurité où les gens peuvent se déplacer sans qu'ils aient à faire attention à ce qui se passe à côté d'eux. Donc là, on va bien délimiter avec des lignes jaunes et vous remarquerez que le sol est plutôt gris foncé, ce qui permet d'avoir une délimitation bien précise. Donc idem sur les zones grises, donc là, ce qui est en fait la zone de stockage avec des bandes blanches. Alors, les informations qu'on récolte sur une zone comme celle-là, donc c'est une zone de travail, donc un peu complète, facilitation du repérage des zones différentes, des différentes zones, alors rapidité d'accès aux différents matériels par l'analyse des données. Ça va ? Donc là, on doit pouvoir reconnaître les différents endroits et on va étiqueter théoriquement, bon ici c'est pas très visible, je vous l'accorde, mais chaque appareil doit être codifié, comme on l'a vu dans le rappel. Donc, et on va marquer donc ce code également sur le sol, par exemple, ou sur un panneau vertical s'il y a de la place. De manière à ce qu'on sache, un peu comme le panneau avec les outils qu'on a vu tout à l'heure, à quel endroit on doit ranger, en l'occurrence ici des outillages, ou ici des colis qui sont arrivés sur des pièces de rechange, par exemple. Voilà, donc là avec ça, vous avez une vue générale des données qui concernent le poste de travail et qui sont intégrées aux méthodes pour faire des gammes opératoires, des gammes de montage et éventuellement un peu plus sur des gammes dont on n'a pas parlé mais qui concernent en fait la gestion des outillages. Voilà, merci de m'avoir suivi et puis il vous restera à voir une dernière vidéo qui viendra donc le mois prochain. Merci et bonne journée.